Au Japon, on peut passer d'un moment presque sacré où chaque geste est millimétré depuis des siècles à une pièce sombre où quelqu'un est payé pour rire à vos blagues et faire semblant de s'intéresser à vous. Ce pays a élevé l'hospitalité à un rang d'art qui aujourd'hui peut être une illusion. Pendant des siècles, accueillir quelqu'un au Japon, c'était pas une simple forme de respect, c'était surtout une action profondément ancrée dans la société comme quelque chose d'anticipé et de très respectueux envers l'autre. Il y a d'ailleurs un mot qui exprime tout ça et qui est considéré comme intraduisible, le omotenashi. Le fait de faire tout pour servir l'autre. De mettre l'autre en avant, de tout préparer en avance, sans que ça se voie et de façon naturelle. Mais la question peut se poser de qu'est-ce qui est devenu l'hospitalité réelle entre il y a 1000 ans et l'ère moderne. Parce que oui, maintenant, vous pouvez payer pour avoir un sourire. Donc ensemble, on va plonger dans l'histoire de l'hospitalité au Japon, du salon de thé jusqu'aux hôtesses. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans la tradition japonaise, on ne se contente pas de recevoir quelqu'un, non, on prépare, on anticipe les besoins, même ceux que la personne en face n'aurait pas vu venir. Et tout ça doit sembler naturel, ça ne doit pas sembler préparé alors que c'est la chose la plus importante, le fait que ça le soit. Bienvenue dans le monde des cérémonies du thé, où le sha no yu, où l'hospitalité japonaise a atteint littéralement son paroxysme. La cérémonie du thé, comme on la connaît aujourd'hui, s'est formée au XVIe siècle sous l'influence de figures comme Sen no Rikyu, le maître du thé emblématique qui a codifié le rituel dans une approche simple, mais surtout exigeante. Pour lui, chaque geste devait exprimer le respect et l'attention à l'autre, que ce soit le bol qu'on choisit ou la manière qu'on a de le tenir, ou même le pli du tissu pour l'essuyer après. Mais la cérémonie du thé, c'est pas seulement une performance esthétique. C'est aussi une philosophie, un code moral qui reflète l'idéal de l'omotenashi, ce concept japonais qui se limite pas au salon de thé, il a d'ailleurs traversé toute la société classique, des auberges où les voyageurs étaient accueillis avec des gestes mesurés, aux demeures des samouraïs, où chaque interaction sociale était régie par des codes implicites de respect et d'attention. Dans la pratique, la cérémonie du thé, c'est vraiment comme un ballet de danse classique très minutieusement millimétré. Les bols sont choisis en fonction de la saison ou de l'ambiance qu'on veut donner à la cérémonie, les ustensiles sont traités avec un soin énorme, et la manière de verser le thé est même très symbolique. Parce que là, on parle pas juste de boire un matcha. On parle vraiment d'un moment où la personne qui est reçue doit avoir vraiment une sensation de temps qui s'arrête, du corps qui se repose et de l'âme qui est apaisée. C'est vraiment quelque chose de symbolique, d'unique et une expérience qu'on doit offrir à l'autre. Mais derrière cette perfection en apparence se cache quand même une exigence extrême. Dans l'idéologie traditionnelle, servir, c'est pas seulement une simple tâche, c'est vraiment un devoir moral. Chaque détail compte et l'erreur n'est absolument pas tolérée. L'hospitalité, quand elle est élevée au rang d'art, devient une discipline vraiment exigeante. Dans les tavernes, les auberges, les commerces ou même les interactions du quotidien d'ailleurs, le langage du service, codifié par des siècles de tradition, devient une manière de vivre, un reflet du respect qu'on porte à l'autre. Mais l'omotenashi, c'est pas seulement un idéal esthétique ou moral, il est aussi social. Parce que quand chaque geste doit être parfait, servir c'est plus un simple choix, ça devient une obligation. L'hôte, qu'il soit d'ailleurs maître de thé ou simple commerçant, doit anticiper, ajuster et répondre aux besoins invisibles. Il faut comprendre une chose, c'est que la cérémonie du thé et l'omotenashi, c'est vraiment pas seulement des pratiques culturelles. C'est une façon de voir le monde où l'attention portée à l'autre est considérée comme une forme d'art. C'est vraiment inscrit dans la société japonaise. C'est vraiment une tension entre le devoir et le plaisir d'offrir à l'autre, de faire que l'autre se sente bien et de le mettre en avant soi-même. Mais cette hospitalité va au fil des siècles évoluer et connaître une transformation pour atteindre quelque chose de très différent. Avec l'industrialisation du Japon au XIXe siècle, cette attention minutieuse s'est étendue aux nouveaux lieux publics. Les hôtels ou les restaurants adoptent ces principes pour créer une expérience vraiment unique. Le client devait se sentir honoré sans jamais voir la fatigue ou le stress derrière le sourire de ses hôtes. En fait, la modernité n'a fait que transférer la discipline du salon de thé à l'ensemble de la société. Mais cette perfection vraiment imposée, ça a aussi un coût psychologique extrêmement puissant. Parce que tous les maîtres de maison, les serveurs ou les employés d'auberge devaient continuellement faire des efforts pour cacher leurs propres ressentis, leurs propres émotions et afficher un sourire radieux à leur clientèle. D'ailleurs, dans des témoignages d'anciens serveurs, que ce soit dans des restaurants ou des hôtels japonais, beaucoup décrivent le fait de vraiment devoir masquer leurs émotions et garder la face en permanence devant le client comme très épuisant.
C'est quelque chose qui les a affectés mentalement jusqu'au point d'affecter leur propre vie privée. Et ce côté limite déshumanisant, où il faut être robotique, il faut vraiment garder le sourire en permanence et être une machine qui répète les mêmes gestes encore et encore sans rien ressentir, les historiens décrivent ça comme le passage de l'homoténachie à la norme sociétale. Vraiment le pliage à ce que la société veut que vous soyez. En tout cas dans votre métier. La subtilité et la liberté du geste, elle est vite remplacée par une exigence constante. Le client doit se sentir privilégié, respecté, honoré, et ce, même si ça en coûte à la personne qui le sert. Et à mesure que le Japon se modernise, cette tension va croître. Le service parfait, qui avant était un acte noble et presque spirituel, devient un standard industriel. Les hôtes doivent performer, sourire, anticiper et parfois même jouer des émotions qu'ils ne ressentent même pas. Et c'est ce mouvement qui va ouvrir la porte à des formes d'hospitalité encore plus déroutantes, où l'attention aux autres devient littéralement une marchandise, un produit qu'on peut acheter et qui se vend. Mais avant, parlons juste un petit peu des ryokan, les auberges traditionnelles japonaises. Avant, l'hospitalité y était une affaire de famille, chaque détail de la disposition des tatamis au choix des futons, c'était pensé pour le confort de l'invité. Aujourd'hui, ils doivent aussi répondre à des normes modernes, les réservations en ligne, les menus adaptés aux touristes étrangers. L'hospitalité reste authentique, il n'y a pas de souci, mais elle doit coexister avec une logique de productivité et de satisfaction client mesurable. Et c'est là qu'on voit la dualité. D'un côté, l'hôte peut offrir une expérience raffinée, presque magique, où les traditions anciennes reprennent vie, et de l'autre, il doit jongler avec des quotas et parfois même des clients difficiles. Dans les grandes villes, l'hospitalité prend encore d'autres formes. Par exemple, dans les grands restaurants de luxe, là, le client, c'est plus un roi, c'est même l'empereur, il n'est pas aussi bien traité. Honnêtement, l'attention qui lui est portée, c'est vraiment incomparable. Franchement, il y a très peu de pays où on peut trouver quelque chose d'aussi poussé en termes de traitement client qu'au Japon, surtout dans les restaurants de luxe. Petite anecdote, une fois j'étais allé dans un restaurant à Kyoto, et en fait j'avais une petite peluche Mimikyu de Pokémon, à peu près de cette taille-là, et j'avais envie de me faire plaisir, je suis allé dans un très bon restaurant, j'étais tout seul, vraiment il y avait personne, bon après il était un peu tôt aussi, je crois qu'il était 11h30, ils ont mis une chaise pour Mimikyu, parce que j'ai fait la blague de dire, ils m'ont dit ich, donc une personne, c'est futari je crois, 2 personnes, je sais plus exactement, mes cours de japonais sont à réviser. Mais du coup, j'ai dit que j'étais 2, parce que j'ai montré Mimikyu pour rigoler. Ils ont tiré une chaise au Mimikyu, ils ont mis des couverts, C'était une vanne. Mais le service, parce que j'ai fait cette vanne-là, s'est plié à moi. Et c'est très perturbant, ça m'a même un peu gêné. Mais surtout quand d'autres clients sont rentrés, qu'ils ont vu un Mimikyu avec des couverts. Mais voilà, vraiment, le Japon, le service au Japon, surtout dans les choses un peu haut de gamme, c'est exceptionnel. Mais comme dans toute industrie, il y a des excès. Il y a des excès dans certains hôtels, dans certains restaurants, des excès pas envers les clients, envers les employés, qui doivent vraiment devenir des machines à répéter des textes et des sourires. Ils n'ont plus le droit d'avoir leurs propres émotions, ils doivent vraiment juste envoyer de la positivité, peu importe ce qui se passe. C'est cette transformation d'ailleurs qui prépare le terrain pour une évolution encore plus complexe et singulière, les bars à hôtesses. Les kyabakura et les host clubs, la version masculine, ces lieux sont nés de la demande d'un certain type d'attention. Pas seulement un service impeccable, mais une compagnie personnalisée, une interaction humaine dans un monde urbain souvent impersonnel. Ici, l'hospitalité, ça devient vraiment une expérience sociale monétisée, un moment où le client paye pour se sentir écouté, valorisé, diverti. Dans un bar à hôtesse généralement fréquenté par des hommes après le travail, les hôtesses s'occupent de leurs clients en leur tenant compagnie, en engageant la conversation et en buvant avec eux, et parfois en chantant au karaoké. Le but, c'est vraiment d'offrir une interaction chaleureuse et personnalisée, un moment où le client se sent vu et apprécié. Ces établissements font partie d'un ensemble d'activités nocturnes appelé le Mizu Shobai, littéralement le commerce de l'eau, terme qui englobe tous les lieux de divertissement de la nuit, là où, ironiquement, on boit généralement tout, sauf de l'eau. La structure de ces bars, elle est souvent très très simple, c'est un homme qui rentre, qui paye pour l'assise, mais également pour les consommations et pour la présence de personnes qui sont généralement des femmes, qui sont là pour lui sourire, l'écouter et discuter avec lui. Et également boire des verres à ses frais. Bien évidemment, elles vont pas payer leur propre verre,
Non, c'est lui qui offre un peu tout. D'ailleurs, ces hôtesses rappellent un petit peu une déformation des geishas modernes. Des personnes qui sont là pour gérer l'ambiance, pour gérer les interactions sociales. C'est vraiment très différent dans le fond, mais dans la forme, ça peut se laisser s'y méprendre. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, les bars à hôtesses ne sont pas, de prime abord, des zones de prostitution. C'est vraiment juste pour avoir une interaction sociale et quelqu'un avec qui boire un verre et discuter. Elles sont là que pour ça s'arrête là. Déjà tout simplement parce que la prostitution c'est interdit au Japon. Enfin, interdit. Voilà. Parce que bon, c'est un peu une zone floue. D'ailleurs on pourra faire une vidéo là-dessus, pas sur la prostitution au Japon, quoique, mais surtout sur l'hypocrisie japonaise. Parce qu'en fait, ce qui est considéré comme de la prostitution au Japon, alors comment... C'est... Voilà, avec les organes reproducteurs. Ça, c'est ce qui est décrit au Japon comme de la prostitution. Rien d'autre. Tout le reste, vous avez le droit. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous donnerai pas d'exemple ni d'idée, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment tout le reste, c'est ok. Enfin, l'acte du Uno, de jouer au Uno, c'est légal seulement s'il n'y a pas de sentiments. C'est-à-dire que s'il y a des sentiments, c'est plus de la prostitution. Et puis l'argent qu'on donne à la personne, c'est pour payer le bus, pour rentrer chez elle. Parce que oui, les transports en commun au Japon, ça peut coûter très cher. Et c'est pour ça qu'on parlera pas des soplandes. En tout cas, pas dans cette vidéo, peut-être sur la vidéo sur l'hypocrisie japonaise. Et revenons sur le sujet principal, les bars à hôtesses. Les hôtesses sont payées pour leur compagnie, leur conversation et leur capacité à faire passer un bon moment. Pas pour des services sexuels, bien sûr, mais comme toute industrie humaine, les bars à hôtesses et les host clubs ont une réalité plus nuancée. Les interactions peuvent parfois transcender la simple compagnie offerte au bar. Dans certains quartiers très animés, comme Kabukicho à Tokyo, l'un des plus célèbres quartiers de divertissement nocturne, on trouve une concentration assez élevée de bars à hôtesses ou de host clubs, et des fois même avec des thèmes assez sympas comme le Muscle Girl Bar. Et ce quartier qui attire beaucoup de touristes et de japonais est parfois associé dans les récits populaires à des activités plus troubles, y compris la prostitution de rue. Sur le terrain, certaines pratiques abusives ont fait l'objet de questionnements légaux. Par exemple, certaines clientes de host club se sont vues endettées, littéralement endettées jusqu'au cou. Parce que tout simplement, des surconsommations au bar, que ce soit par elles-mêmes ou par les hosts. Et le truc, c'est que des fois, il y a aussi des consommations forcées, voire des crédits qui sont faits et qui doivent être remboursés. Certains de ces systèmes abusifs ont d'ailleurs poussé le législateur japonais à mettre en place des lois pour protéger les clients de bar à hôtesses ou les clientes de host club pour éviter les abus, parce qu'il y en avait vraiment trop. Certaines personnes qui sont enfermées dans une bulle sociale et qui ont aucun attachement émotionnel et aucun moyen d'en avoir, trouvent en les host clubs et les bar à hôtesses le seul moyen d'avoir de l'interaction, le seul moyen d'avoir un ressenti, même forcé par le paiement, un ressenti d'attachement. Et donc, certains bars, certains host clubs ont tendance à en profiter un petit peu trop. Par contre, bien que les liens entre bar à hôtesses et les yakuza soient souvent évoqués dans la culture populaire ou dans certains récits journalistiques, les sources fiables montrent que cette connexion, elle n'est pas systématique ni générale. Les yakuza ont historiquement été liés à divers secteurs de l'économie souterraine, et il n'existe pas de données publiques solides indiquant que l'essentiel des bars à hôtesses soit contrôlé par ces organisations. Ce qui est vrai par contre, c'est que dans certains environnements nocturnes urbains très informels, des influences ou interactions occasionnelles avec le crime organisé peuvent exister. Le bar à hôtesses, c'est aussi un lieu de sociabilité en soi, parce que pendant un temps, ça permet de combler un manque affectif, un vide chez quelqu'un qui, parfois, dans une grande métropole comme peut l'être Tokyo par exemple, où les interactions humaines sont quand même assez manquantes malgré le fait que ce soit bondé de monde, des fois ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Et c'est sur ça que jouent d'ailleurs les bars à hôtesses. Mais par contre, ces expériences positives coexistent quand même avec des défis sérieux. L'endettement que ça peut entraîner chez certaines personnes, les attachements émotionnels parfois non maîtrisés et surtout malsains, parce que c'est quand même quelqu'un qui est payé pour vous aimer, c'est pas vrai. Donc des fois, ça peut engendrer certaines problématiques envers certaines personnes. Donc on en vient à se poser la question de est-ce que vraiment les gens vous apprécient vraiment ou est-ce que c'est seulement parce que vous les payez. Donc est-ce que leurs émotions sont réelles ou juste un produit?
Si on observe le Japon contemporain, on réalise que l'hospitalité n'a jamais été aussi visible ni aussi diversifiée. Dans les lieux où la tradition reste vivante, les visiteurs étrangers comme japonais d'ailleurs peuvent encore ressentir la magie de ce service silencieux et surtout minutieux. Mais à peine quelques stations de train de là, dans les centres-villes animés, l'hospitalité a pris d'autres formes. Les bars à hôtesses et les host clubs, comme on disait, les restaurants aussi ou les hôtels de luxe montrent que le service est devenu un peu plus de la production économique. Le sourire et l'écoute sont toujours présents, mais ils coexistent désormais avec des contraintes financières, des quotas et des attentes sociales vraiment très élevées. L'avantage de cette diversification, c'est très clair, c'est que l'hospitalité japonaise est accessible à tous, pour tous les budgets et pour toutes les attentes et les envies. On peut vivre l'expérience silencieuse, raffinée et surtout traditionnelle d'une cérémonie du thé. On peut aller dans un restaurant de luxe pour avoir du service impeccable, irréprochable et avec un pli parfait sur tout. Ou autrement, une expérience bruyante dans une boîte de nuit ou un bar à hôtesse avec quelqu'un qui sera là pour vous écouter. Chaque forme d'hospitalité en fait a sa place et répond à un besoin et une demande en particulier, mais ça prouve surtout la flexibilité de la culture japonaise à s'adapter à toutes les demandes. Mais l'ère moderne, elle a aussi favorisé l'innovation dans l'hospitalité, que ce soit des hôtels robotisés qui offrent une expérience immersive pour les touristes, des bars à thème aux services personnalisés sur applications mobiles. Le Japon explore de nouvelles manières de surprendre, de séduire et d'accompagner les visiteurs. D'ailleurs, ces innovations, elles reflètent quand même beaucoup un esprit constant d'adaptation. Donc en gros, l'hospitalité japonaise, c'est pas juste une question de servir et de sourire. C'est vraiment quelque chose qui a son histoire propre, quelque chose qui a évolué avec les générations qui se sont passées, et surtout avec son ère et son temps, qui s'est adapté à tous les changements de besoins ou à tous les changements de la société. L'ère Meiji a quand même marqué une grosse distinction, parce qu'on est passé d'un Japon traditionnel à un Japon contemporain, mais en tout cas, l'hospitalité japonaise est quelque chose de magnifique, parce que même encore aujourd'hui, même quelqu'un dans la rue que vous croisez sera d'une hospitalité sans nom avec vous. C'est peut-être là d'ailleurs toute la magie du Japon. Le fait que dans chaque interaction, vous retrouverez cette histoire de l'hospitalité. Le fait que dans chaque bar, chaque restaurant et même chaque discussion, vous aurez l'impression d'être accueilli. Vous aurez l'impression d'être traité avec respect et bienveillance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications des vidéos suivantes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.